Donc cet apprentissage étape par étape, cette construction en fait par le bas, je pense qu'elle est très vertueuse et c'est vraiment une des grandes forces de nos armées, de l'armée de terre principalement. On sait en fait ce que fait l'échelon du dessous. Ou même si on n'a pas exactement été à la place de l'échelon du dessous, on l'a suffisamment côtoyé. Par exemple un lieutenant, il est quotidiennement pendant au moins 3 années au plus près de ses légionnaires. En fait, il vit avec eux, il est en opération avec eux, en fait, il les voit physiquement, il se parle quotidiennement. Et voilà, donc sans avoir été pour autant légionnaire, il a en fait, il sait en fait quelles sont leurs attentes, il sait quelles sont leurs craintes, il sait quels sont leurs espoirs. Et donc quand demain il sera chef de corps et demain peut-être encore avec d'autres responsabilités, voilà, il s'en souviendra et ça marquera son style de commandement. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous avons rendez-vous au 4e régiment étranger pour nous entretenir avec le chef de corps de cette école de la Légion étrangère. C'est en effet ici, à Castelnaudary, dans le sud de la France, que tous les légionnaires de l'armée française débutent leurs aventures. C'est également en partie dans cette unité que nous avons réalisé les photos que vous pouvez retrouver dans notre dernier livre intitulé Légionnaire, disponible sur notre site internet défense-zone.com dans la rubrique Librairie. Merci d'ailleurs aux centaines de lecteurs qui ont contribué à la réalisation de ce livre en le précommandant lors de notre campagne de financement participatif en février dernier. C'est parti donc pour un nouvel entretien passionnant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour mon colonel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je suis le colonel Michael Amann, je commande actuellement le 4e régiment étranger et ce depuis le mois de juillet 2021, donc ça fait maintenant une dizaine de mois. D'accord. Avant d'arriver ici à Castelnaudary, le lieu de formation de la Légion étrangère, qu'est-ce que vous faisiez ? Alors j'étais en poste à Aubagne, et plus particulièrement à l'état-major du commandement de la Légion étrangère. C'est l'endroit où, sous la direction et sous l'autorité du général commandant de la Légion étrangère, sont prises les décisions qui concernent les militaires à titre étranger. Les militaires à titre étranger en fait, regroupent ce qu'on appelle plus communément les légionnaires, soit en fait les 8500 cadres, officiers, sous-officiers et militaires du rang qui composent aujourd'hui notre Légion. D'accord. Initialement, j'ai cru comprendre que vous êtes engagé à titre de sous-officier dans l'armée ? Oui, tout à fait. Moi, je me suis engagé comme sous-officier dans le régime général, c'est-à-dire pas à la Légion étrangère, mais donc dans l'armée de terre pour la partie régime général. J'étais en lycée, en fait à 18 ans, j'ai eu envie de découvrir le monde professionnel militaire. J'ai été candidat à 2 concours, un pour la marine et un pour l'armée de terre. Et j'ai réussi celui de la marine et celui de l'armée de terre, et je suis rentré dans l'armée de terre. Et j'ai passé 5 premières années comme sous-officier, d'abord à Saint-Mexan pour être formé, et ensuite 4 années notamment à l'école d'état-major à Compiègne. Et à ce moment, moi j'avais un poste plutôt administratif. J'étais dans l'administration et le soutien de l'homme. Et pendant ces 4 années, moi j'ai appris les rudiments de la vie militaire et après, plus particulièrement, donc, ce qui avait trait au domaine de l'administration. D'accord. Ensuite, vous êtes passé par l'école de cavalerie, c'est ça, pour devenir officier ? Alors, juste avant, en fait, j'ai passé un concours pour devenir officier, qui est le concours de l'école militaire interarmes. L'école militaire interarmes, c'est une des 3 écoles qui se situe à Couët-Quidan. Vous avez à Couët-Quidan l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui forme les Saint-Cyriens, la partie la plus connue. Vous avez aujourd'hui maintenant ce qu'on appelle l'école des militaires des aspirants de Couët-Quidan, qui forment les officiers sous contrat. Et vous avez l'école militaire interarmes, qui forme des officiers issus du rang, soit comme sous-officier, soit maintenant aussi aujourd'hui, qui passent directement de militaire du rang à officier. Donc ça, c'est une formation qui dure 2 années, qu'on appelle une formation commune. Et à l'issue de ces 2 années, on a un classement. Et selon ce classement, on se destine à aller servir dans une spécialité, ce qu'on appelle une arme. En l'occurrence, pour ma part, j'ai choisi d'aller servir dans l'arme blindée et cavalerie. Donc j'ai eu 1 année encore de formation. À ce moment-là, c'était à Saumur. Et après cette année de formation, j'ai de nouveau choisi, selon mon classement, un régiment. Et c'est là où en fait j'ai décidé de rejoindre la Légion étrangère. Donc c'était en 2005. Voilà. Donc moi je me suis engagé en 1997
J'ai fait 5 ans de sous-officier, 3 ans de formation comme officier, et ensuite en 2005, je rejoins les rangs de la Légion étrangère, et je vais servir à la 13e demi-brigade de Légion étrangère, qui à ce moment était stationnée à Djibouti. D'accord. Et la Légion étrangère, c'était quelque chose que vous envisagiez dans ces années 90 quand vous êtes engagé, ou pas du tout? C'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard? C'est arrivé en fait ni par hasard, ni avec beaucoup d'anticipation. En fait, voilà, moi, quand je me suis engagé, je voulais vraiment en fait, travailler. Et je voulais travailler dans l'armée. J'avais postulé pour, voilà, comme je l'ai dit, l'école des sous-officiers. Et voilà, ça, c'était vraiment mon but initial. Je n'avais pas de plan à long terme. Et après, c'est lorsque je me suis projeté vers une carrière d'officier qu'on a commencé à m'en parler, en me disant que ça pourrait être intéressant que je sois volontaire. Là, je me suis dit en fait, que c'était l'occasion de changer. En fait, j'étais dans l'administration. Quand j'ai passé le concours, que je l'ai réussi, j'avais 23 ans. Et j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus engagé, de plus combattant. Lorsque j'ai mûri mon choix au fur et à mesure, et que je suis arrivé à la fin de cette scolarité à Saumur, en fait, le choix de la 13e DBLE, le choix de Djibouti, de partir à l'étranger d'emblée, en fait, c'est imposé à moi. Et c'est là où j'ai fait le choix de la Légion étrangère. En plus, par nature, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien les cadres bien établis. Et c'est, je pense, une des forces de la Légion étrangère. En fait. Bon, la discipline, l'obéissance, c'est commun à l'ensemble de l'armée de terre. C'est peut-être encore aujourd'hui un peu plus marqué à la Légion étrangère du fait du légionnaire qui est issu de 150 pays différents et donc il a besoin d'un cadre très clair pour s'y intégrer. Et donc ça correspondait assez bien à ma nature. Est-ce que quand vous avez fait face à vous étiez face à cette opportunité, vous aviez des idées peut-être un peu préconçues sur la Légion étrangère? C'est quoi l'image que vous aviez de la Légion à ce moment-là? C'est une question intéressante. L'image que j'avais de la Légion, en fait, je pense qu'on arrive avec beaucoup d'humilité quand on choisit la Légion étrangère et avec un peu de... la crainte, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, on est quand même bien formé quand on y arrive, mais ouais, enfin, surtout de l'humilité. Et on se donne quand même, en fait, le commandement nous aide beaucoup. En fait, moi, quand je suis arrivé, mon commandant d'unité m'a dit, t'as jusqu'à Noël, donc on est affecté en fait à l'été, il m'a dit, t'as jusqu'à Noël pour prendre connaissance de l'environnement, pour savoir qui sont les légionnaires, comment est-ce qu'on commande les légionnaires, quels sont nos codes, quels sont nos champs, quelles sont nos obligations, nos impératifs, nos règlements. Donc il y a cette phase d'adaptation. Et en revanche, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'investissement professionnel, ça j'ai envie de dire, ça c'est commun, mais un investissement encore plus marqué en termes humains, en termes de disponibilité. Et donc par rapport à ce que je pensais avant, pour répondre plus précisément à votre question, je savais que cette disponibilité, en fait, elle allait être très forte. Et je savais aussi que ça allait m'engager, mais ça allait m'engager familialement, parce que j'étais jeune marié à ce moment-là. Et je me demandais si je serais aussi en mesure de tenir cette disponibilité, parce que c'est vraiment, enfin, c'est au jour le jour, ça dure toute la semaine, quasiment toute l'année, même si on a quelques périodes de permission, mais c'est quand même très prenant. Et c'était peut-être ma principale question à ce moment. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement, parce que vous recevez tellement du légionnaire que vous ne pouvez que très naturellement lui donner en retour. Et donc, il n'y a pas de... même si cette disponibilité elle est forte, même si... je pense qu'elle est sûrement plus marquée que dans d'autres corps de l'armée de terre. Elle ne nous coûte rien, au contraire, en fait, elle nous apporte énormément. Et moi, j'ai coutume de dire, là, qu'on est aussi formé par ses subordonnés. Et lorsque je suis arrivé, j'avais un sous-officier adjoint, donc c'est un chef, c'est le premier sous-officier qui seconde le jeune chef de peloton que j'étais, qui a été aussi, en fait, qui avait pour mission, de la part de mon capitaine, de participer à cette formation, de participer à cette intégration. Et c'est là où il y a une alchimie qui se fait, et ce binôme entre le chef de section, ou le chef de peloton que j'étais, et le sous-officier adjoint est extrêmement important pour que cette immersion se passe bien. Voilà. Et après, en fait, ça se fait naturellement. Je pense que quelqu'un qui arrive, qui agit avec cœur, sans calcul, qui a envie en fait, de servir son pays et de se mettre au service aussi des hommes qu'il a sous ses ordres, il s'épanouit très naturellement à la Légion étrangère. Vous diriez que c'est plus facile en quelque sorte d'être exemplaire à la Légion étrangère, sachant que justement les gens que vous commandez, c'est des gens qui ont tout donné, qui ont tout quitté parfois pour venir? Je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile. Je pense que ça correspond à des natures. L'armée de terre, elle est vraiment plurielle. Vous avez alors, on est réunis par la même idée de service de la nation.
par le même amour pour nos subordonnés, par le même esprit d'obéissance envers nos chefs. Mais il y a quand même des subdivisions d'armes qui diffèrent et qui ont des particularités. Entre les chasseurs alpins, les troupes de marine, l'arme du matériel, les transmissions, la Légion étrangère. En fait, cette pluralité, je pense, offre aussi des caractéristiques assez différentes en termes d'engagement. Voilà. Et du coup, il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà, la Légion étrangère, donc de fait, je ne pense pas que ce soit plus facile ou plus difficile, mais je pense qu'en fait, il faut avoir une nature qui correspond. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que tout le monde ne s'épanouirait pas forcément d'emblée à la Légion étrangère. Parce que c'est assez naturel. Et je pense que c'est comme dans n'importe quel corps de métier. Enfin, il y a des endroits où vous allez vous sentir très bien, très vite, très à l'aise, et d'autres où vous vous sentirez un petit peu décalé pour telle et telle raison. Voilà, et là, il ne s'agit pas de juger, mais en fait juste de savoir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait un bon choix. J'ai des camarades qui sont arrivés à la Légion étrangère, qui s'y sont pas forcément plus, qui sont partis et qui sont beaucoup plus dans d'autres subdivisions d'armes. Et tant mieux pour l'armée de terre, et tant mieux pour eux. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de simplicité, sans se mettre des barrières trop hautes. Et après, pour répondre à la deuxième partie de votre question, en termes d'exemplarité, oui, là pour le coup, le légionnaire oblige en termes d'exemplarité, parce que, comme vous le soulignez, quand vous avez un jeune homme qui a entre 20 et 35 ans, qui a parfois traversé plusieurs frontières ou des océans pour venir se présenter, passer les tests de sélection, être éprouvé dans une formation, là ici à Castelnaudary, qui est quand même rustique, qui va lui demander quand même beaucoup de lui-même. On n'a pas trop d'autres choix quand on est face à lui et qu'on le commande que de donner le meilleur de soi-même et d'être exemplaire. Vous parlez de l'humilité et de l'adaptation comme qualité essentielle dans ce métier plus largement en tant que militaire. Le fait d'être passé dans votre cursus de sergent, de jeune sergent à colonel, chef de corps, j'imagine que vous avez dû faire un apprentissage assez rapide au final de tous les degrés de commandement. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est quelque chose de simple à aborder ou comment vous l'avez ressenti tout ça? Alors, je pense que c'est assez simple à aborder dans la mesure où en fait c'est la construction générale des armées qui est de la sorte. C'est-à-dire qu'en fait il y a une pyramide des grades. Par exemple, notre chef d'état-major des armées, il a commencé, alors il n'a pas été sous-officier en l'occurrence, mais il a commencé comme lieutenant, donc il a commandé une trentaine d'hommes, après une compagnie, ensuite il a pris d'autres responsabilités, il a commandé un régiment, et enfin, ainsi de suite. En fait, on ne naît pas par exemple chef d'état-major de l'armée de terre, chef d'état-major des armées, ça se fait en fait graduellement au bout de 30 ans. Et après, il y a une très grande diversité de parcours. Et voilà. Mais donc cet apprentissage étape par étape, cette construction en fait par le bas, je pense qu'elle est très vertueuse. Et c'est vraiment une des grandes forces de nos armées, de l'armée de terre principalement. Voilà. On sait en fait ce que fait l'échelon du dessous. Ou même si on n'a pas exactement été à la place de l'échelon du dessous, on l'a suffisamment côtoyé. Par exemple, un lieutenant, il est quotidiennement, pendant au moins 3 années, au plus près de ses légionnaires. En fait, il vit avec eux, il est en opération avec eux, en fait, il les voit physiquement, il se parle quotidiennement. Et voilà, donc sans avoir été pour autant légionnaire, il a en fait, il sait en fait quelles sont leurs attentes, il sait quelles sont leurs craintes, il sait quels sont leurs espoirs. Et donc quand demain il sera chef de corps et demain peut-être encore avec d'autres responsabilités, voilà, il s'en souviendra et ça marquera son style de commandement. Et le fait justement d'avoir été à la place successivement dans l'échelon qui était en dessous du grade que vous avez eu après, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je pense que ça permet déjà on a tous le devoir de former nos subordonnés. Donc moi j'ai été formé par mes chefs. Je me souviens très bien de mon premier commandant d'unité lorsqu'il est arrivé. Il voyait en moi pas juste le lieutenant, mais en fait le capitaine de demain. Et donc en fait il me donnait déjà des clés, alors à ma mesure et progressivement. C'était pas dès le premier jour, mais en fait dans les premiers mois, les premières années, les clés qui me permettraient demain en fait de prendre davantage de responsabilités. Moi je m'efforce de faire la même chose avec les commandants d'unité. Ils ont leur mission propre, qu'ils exercent très correctement. Et après, moi, je leur donne le cadre plus général, je leur donne une approche qui se veut un peu plus haute, de mais en fait déjà à commencer à les élever et à former les chefs qui ont encore davantage de responsabilités dès la fin de leur temps de commandement d'unité élémentaire. Dans le précédent épisode du podcast, on a reçu pas mal de sous-officiers, d'officiers, notamment, je pense au chef de corps du 8e RPIMA,
Colonel Prodhomme, qui nous parlait de l'escalier social qui fonctionne plutôt pas mal. Il voulait pas parler d'ascenseur, parce que l'ascenseur c'est un peu facile, qui fonctionne bien dans l'armée. Est-ce qu'au niveau de la Légion étrangère, il y a une vraie volonté de la part des légionnaires à gravir les échelons plus ou moins rapidement, ou est-ce que les légionnaires arrivent ici en se disant, en réfléchissant pas trop à ça? Je pense que la majorité des légionnaires qui arrivent, en fait, ils voient leur premier contrat. Ils voient 5 ans. Et ils n'ont pas forcément l'idée de se projeter au-delà. Et je pense que c'est assez normal. Voilà, donc ils se voient bien déjà légionnaires, ils se voient bien éventuellement caporal. Et rares sont ceux qui commencent déjà à penser au corps des sous-officiers. Ça arrive un peu plus tard. Alors il y en a quelques-uns, en effet, qui ont un plan très clair, qui se disent moi je vais être sergent, demain j'aimerais bien être chef de section dans tel régiment. Enfin, bon, et encore ça c'est sûrement plus rare. Mais voilà, mais sinon là, je pense que l'écrasante majorité, elle arrive, elle se projette dans un contrat de 5 ans. Et après, en fonction des aléas qui vont jalonner ces 5 années, et aussi en fonction surtout de l'appréciation qu'auront de leur chef, ils vont se projeter sur une carrière plus longue et davantage de responsabilités. Sachant que la particularité à la Légion étrangère, c'est que l'ensemble de nos sous-officiers sont issus du corps des militaires du rang. Donc il n'y a pas, par rapport au régime général, comme moi par exemple, j'ai été recruté directement après bac pour devenir sergent. À la Légion étrangère, en fait, on ne recrute pas directement un sergent. On recrute un légionnaire, et parmi ces légionnaires, on va trouver nos sergents, donc qui vont être nos chefs et adjudants de demain, et aussi parmi eux, quelques officiers dits à titre étranger, qui vont être, en fait, avoir passé toutes les étapes de militaire du rang à sous-officier pour terminer officier. D'accord. Et ces sous-officiers sont formés ici, à Castelnaudary ? Oui, pour la partie commune, l'ensemble des sous-officiers de la Légion étrangère est formé à Castelnaudary. Voilà, pendant une période qui dure 17 semaines. Et après, en fonction des armes dans lesquelles ils servent, c'est-à-dire à la Légion étrangère, en fait, on a l'arme de l'infanterie, l'arme de la cavalerie et l'arme du génie. Donc, ici, on va former une large partie des fantassins, donc l'infanterie. Et en revanche, pour la partie de spécialité, les cavaliers et les sapeurs, donc les sous-officiers du génie, eux vont être formés qui à Saumur, qui à Angers. D'accord. Dans la Légion étrangère, quand on arrive dans cet univers et qu'on le découvre, on se rend compte qu'il y a un respect très profond et très, très, très impactant pour le chef, peut-être plus que dans certains autres régiments, même s'il y a toujours cette question de discipline, etc. Mais on sent que l'officier Légion est quand même extrêmement respecté et même pas craint, mais voilà, il y a quand même une différence entre les deux. Comment vous le percevez et comment vous définirez-vous un bon chef, un bon officier dans la Légion? Alors, pour répondre à la première partie, oui, je crois que la place du chef à la Légion étrangère est plus marquée que dans d'autres subdivisions d'armes de l'armée de terre. C'est dit dans un de nos chants qui dit l'amour du chef, l'obéissance. Voilà. Et ça, si vous voulez, en fait, c'est lié notamment à l'engagement légionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, un légionnaire, lorsqu'il s'engage, en fait, il sert, en fait, le statut militaire à titre étranger, c'est des étrangers qui viennent volontairement, dès le temps de paix, servir les armes de la France. Pour autant, ils ne sont pas français. Donc en fait, leur fidélité, elle va à la France par devoir, mais elle s'exprime surtout par le truchement de leur chef. Et au premier rang desquels le général commandant de la Légion étrangère. C'est bien le général commandant de la Légion étrangère qui en fait est responsable des militaires à titre étranger et qui fait cette forme de jonction, si vous voulez, entre la nation française et le légionnaire. Même si après, il y a des légionnaires qui deviennent, déjà dès le début, on a des légionnaires qui sont français, hein, mais aussi après, il y en a qui le deviennent par le fait de la naturalisation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est presque de facto, voilà, qui s'impose à nous. Ensuite, définir le bon chef à la Légion étrangère, là je serais quand même un peu en peine de répondre à votre question, dans la mesure où je me méfie beaucoup. Alors, je pense que chez nous, en fait, le cadre est très bien défini. Vous savez exactement en fait, quoi faire, à quel moment, pour quelles raisons, et pour aller dans quelle direction. Et ça, c'est en fait une aide à la fois pour le chef et pour le subordonné, qui est sans aucune commune mesure. Pour autant, en fait, ce cadre, même si du coup il peut apparaître rigide et donner aussi cette place un peu prééminente au chef tel que vous le décriviez, elle permet, à mon sens, derrière en fait, énormément de liberté d'action à l'intérieur.
Lorsque vous connaissez le cadre, à l'intérieur du cadre, en fait, vous avez énormément de liberté d'action. Et c'est là où chacun amène ses qualités, ses forces, aussi ses faiblesses avec humilité, pour en fait occuper pleinement la place qui lui a été confiée. En fait, on passe ici, moi, par exemple, je vais prendre l'exemple au 4e régiment étranger, je vais passer 2 années de commandement. Donc, c'est pas évident. En fait, on s'inscrit dans un long terme. C'est un régiment qui a plus de 100 ans d'existence, qui depuis plus de 40 ans est à Castelnaudary, qui fonctionne très bien, qui forme depuis bien longtemps des très bons légionnaires. Et moi, j'arrive, en fait, avec beaucoup d'humilité aussi. Et je me dis, voilà, je suis un petit maillon, en fait, dans l'histoire du 4e régiment étranger. Et à la fois, en fait, il faut avoir cette forme d'humilité, et pour autant, dans le même temps, souviens, si j'ai été placé là, si on m'a désigné pour commander le 4e régiment étranger, c'est aussi pour amener en fait, toute l'expérience et les qualités qu'on me prête pour faire progresser le régiment. Parce que voilà, il y a des enjeux nouveaux, permanents, qui apparaissent et qu'il faut savoir épouser. Ou alors il y a des réglages à faire. Enfin, voilà, donc il y a quand même toute une action. Donc il faut trouver ce bon point d'équilibre. Donc comme je dis, le cadre, la continuité, en fait, sert énormément, je pense, l'action du chef et du subordonné. Pour autant, après, je pense qu'il ne faut pas du tout se dire, lorsque j'arrive à la Légion étrangère, il faut avoir tel ou tel comportement. Au contraire, je pense que ce serait même une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, commander en disant, tiens, je vais prendre... Alors, on peut être inspiré par un modèle. Il y a des très belles figures de chefs dans l'histoire de la Légion étrangère, enfin, des armées françaises, qui peuvent être très inspirantes. Et je pense que c'est bien, d'ailleurs, de lire et d'y réfléchir. Mais en revanche, après, vouloir calquer son action sur l'action d'un autre, je pense que ce serait une erreur en fait. Vous êtes comme vous êtes, il faut avoir confiance, il faut aller de l'avant, il faut être aussi prêt à se tromper parfois, et voilà. Et après, quand on est chef, je pense qu'il faut aussi savoir s'évaluer au fur et à mesure, et écouter ses subordonnés, comprendre parfois ce qu'on percevait comme évident au début, et en fait qui apparaît pas forcément si évident que ça à l'épreuve de la réalité, donc se réadapter. Voilà, mais je pense qu'il n'y a pas de... je pense qu'il faut se méfier de cette idée voilà, le chef doit ressembler à telle ou telle personne. Voilà. Je pense qu'il y a des notions cardinales, comme l'exemplarité. Voilà. L'exemplarité, je pense que c'est quelque chose qui doit réunir tous ceux qui ont un commandement, quel que soit leur niveau. Quelques-unes comme ça. Mais voilà, ça c'est des principes. Et en fait, les principes, ce sont des fils qui guident votre action. Et après, derrière, c'est ce que vous êtes, que vous mettez en dynamique sur ces principes. Est-ce que dans ces notions-là, dans ces principes-là, il y a une place importante au concept de responsabilité? On en a beaucoup parlé dans des épisodes, notamment avec des gens qui font partie des forces spéciales, qui insistaient beaucoup sur ça, sur le fait d'être responsable dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, un peu à tous les niveaux. Est-ce qu'au niveau du chef et du chef de corps, par exemple, est-ce qu'il y a une notion différente que le légionnaire qui vient d'arriver? Oui, bien sûr. En fait, si on prend l'exemple là par exemple de la formation, ici, quand on prend un jeune légionnaire qui vient d'arriver, en fait, ce qu'on va d'abord lui inculquer, ce sont les fondamentaux, les basiques du métier des armes, savoir se déplacer, utiliser son arme, se camoufler, rendre compte. Voilà, ça c'est le fond de sac qui va lui permettre en quelques 3 mois d'avoir la première pierre qui permettra son engagement militaire. Il y aura quasiment pas de mise en responsabilité pendant ces 3 premiers mois. On vient un peu plus tard, 2-3 années plus tard, là on a un caporal. Un caporal, là il est formé pendant 8 semaines, et déjà il a quelques notions de responsabilité qui vont être intégrées lors de son instruction. Alors il va aller un peu plus loin dans le perfectionnement et la maîtrise, par exemple, de l'armement, des transmissions, et voilà, des matériels que nous avons à servir, de la tactique aussi, puisque là il aura une responsabilité pour mener dans l'action 3 hommes. Mais aussi, en fait, on va aller le responsabiliser par des mises en situation. Et ça, c'est encore vrai donc, quand on forme un sergent, donc pendant les 17 semaines, et on va aller encore un peu plus loin, où en fait, on va essayer de développer l'esprit d'initiative, l'esprit d'autonomie, ça peut être diriger des séances de sport, ça va être délivrer des instructions tactiques, techniques sur le terrain, en fait, parfois des mises en situation dans des situations non conventionnelles, de manière à voir comment il réagit en fait, à favoriser l'initiative. Et ça, c'est encore plus vrai après quand vous arrivez en école d'officier. Et voilà, plus on gravit les échelons, et plus en fait, notre champ de responsabilité augmente. Et de fait, donc, là, on a besoin d'étoffer, je pense, à son panel de
d'autonomie, de prise d'initiative, de capacité en fait, à gérer l'imprévu. C'est ça qui, après, derrière, en fait, je pense, va vraiment marquer la prise de responsabilité du chef de corps. En fait, un chef de corps, en fait, il y a plusieurs pans de responsabilité. Le premier, c'est commander. Donc, en fait, moi, le général commandant légion étrangère me demande de commander mon régiment, c'est-à-dire, en fait, de donner des ordres, de contrôler que ces ordres soient exécutés, d'aller sur le terrain pour voir qu'ils sont bien exécutés. Et ça passe par tout un... Voilà, enfin, il y a pas mal de mesures, ça c'est le premier point. Après, en fait, je suis aussi là pour toute une partie de formation administrative, parce qu'en fait, un régiment, c'est aussi une formation administrative. Donc là, il y a des actes administratifs qui relèvent du domaine de la sécurité, du domaine des activités, que sais-je. Et après, à la fin, et c'est peut-être là le plus important, c'est aussi en fait, gérer ce qui n'était pas prévu. Ce qui n'était pas prévu, ça va être l'accident, l'incident, et ça c'est le quotidien des armées en fait. Les armées en fait, on est formés depuis tout petit à aller faire face à des situations qui vont être pas tous les jours exceptionnelles, mais qui peuvent quand même à intervalles très réguliers être exceptionnelles. Et ça en fait, ça demande une culture qui se prépare sur le long terme. Et en fait, c'est ce qui nous plaît aussi. C'est ce côté, vous n'aviez pas prévu, d'un seul coup, tac, on part en mission, en fait, se déclenche tel ou tel théâtre d'opération, il faut se réorganiser très rapidement, et en fait, on se projette, et en fait, c'est ça, enfin, c'est ce côté, c'est l'aventure qui nous tient à cœur, et ça, en fait, on peut le vivre. Alors forcément, il y a plus forte raison lorsqu'on part sur un théâtre d'opération, mais même, en fait, au quotidien de notre mission, dans nos régiments, en métropole. Est-ce que vous voyez comme une sorte de chef d'entreprise avec ses salariés, ses objectifs à tenir, ses obstacles à transformer, à traverser plutôt? Non, réellement non, parce que en fait, nous, je pense que ce qui est très fort, c'est la mission. Là aussi, c'est dans le code d'honneur, la mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout. Voilà. Et donc c'est en fait ce caractère missionnel qui vraiment guide mon action. Pour autant, oui, en fait, il y a un côté un peu entrepreneurial dans la mesure où on a aussi des objectifs de rentabilité. Par exemple, ici, on a un cercle mess qui distribue de l'alimentation à 800 000 repas par an. Bon, avec un chef de service qui est particulièrement responsable, mais c'est aussi une part de ma responsabilité. Voilà, donc là, il y a un côté rentabilité, performance qui rentre en ligne de compte. Même chose, on a des matériels techniques, il faut qu'ils soient disponibles, il faut qu'ils soient bien entretenus, et on est contrôlé sur ces différents sujets. Donc oui, là, en fait, on pourrait faire quelques parallèles avec le chef d'entreprise. Mais je pense que le chef d'entreprise, alors même s'il y a un côté missionnel, mais qui est peut-être chez lui est second, lui, il a d'abord cette question de la performance au sens rentabilité budgétaire du terme. Nous, en fait, c'est d'abord, je pense, la mission, et ensuite la performance. Mais moi, c'est vraiment la mission qui guide mon action, et après, derrière, en fait, on va organiser les moyens en fonction de la mission. Et ensuite, en effet, on est tenu par un certain nombre de contraintes, donc après, il faut composer avec ces contraintes, les mettre en ordre, en fait, et voilà, de manière à ce que, en fait, ce ne soit pas non plus la gabegie. Vous parliez du fait de donner des ordres et vérifier qu'ils soient bien effectués, aller sur le terrain aussi par nécessité parfois. On s'est rencontrés sur le terrain à l'occasion d'une marche Képi Blanc tous les deux, donc c'est assez marrant. Pour vous, c'est important d'aller faire des marches comme ça avec un jeune légionnaire qui vient d'arriver, qui a 1 mois de service ici? À mon sens, c'est extrêmement important. Là, je reviens à une notion là que j'ai évoquée précédemment, c'est l'exemplarité. Je pense que l'exemplarité, alors c'est pas de savoir tout faire aussi bien que tout le monde, parce que je serais bien en peine d'être aussi bon coureur, aussi performant sur l'armement que des cadres ou légionnaires du régiment. Donc j'ai pas besoin d'être premier. En fait, pour être chef, il faut pas être premier partout, c'est pas la question. Mais en fait, il faut être, je pense, quand même présent dans quasi partout. Donc là, ici, la mission au 4e régiment étranger, c'est de former des légionnaires, d'abord des jeunes engagés, ensuite des cadres ou des spécialistes. Donc moi, je me dois d'être présent à leur côté. Et pour un jeune engagé qui parle à peine quelques mots de français, je pense que la meilleure des manières, en fait, c'est d'être à ses côtés, de marcher avec lui, d'échanger quelques mots, parfois difficilement, compte tenu des niveaux de français, pour marquer la place du chef, mais moi aussi me rendre compte, en fait, de qui sont les hommes qui sont sous mes ordres. Et je le dois aussi à
à mes cadres qui, eux, sont affectés au régiment, qui sont permanents au régiment et qui forment ces légionnaires au quotidien, de manière à me rendre compte que leur réalité sur le terrain, c'est se déplacer, c'est donner des ordres à des légionnaires qui parfois ne comprennent pas tout, c'est éprouver telle ou telle difficulté, c'est bivouaquer la nuit dans des conditions qui peuvent parfois être un peu difficiles, etc. Voilà, de manière, en fait, je pense avoir un commandement qui est ancré dans la réalité et pas, en fait, du haut de ma tour, donner des ordres qui seraient très théoriques, peut-être appliqués, mais en tout cas, enfin, difficilement, compte tenu du décalage entre la réalité et la théorie. Voilà. Et après, au-delà de ça, donc au-delà de cette notion d'exemplarité, pour moi, il y a aussi une question de maintien en condition de sa condition physique. Enfin, c'est-à-dire que je suis un soldat, demain, en fait, là, ça fait maintenant 3 ans que je peux partir en opération, demain j'espère que je repartirai en opération dans un futur proche. Je me dois d'avoir une bonne condition physique, de manière à être déployé sur un théâtre d'opération, et voilà, et être autonome, et être toujours un combattant, en fait, le même combattant que même si j'ai pris des responsabilités différentes ces 25 dernières années, mais cette même essence de combattant pour laquelle je me suis engagé il y a 25 ans. J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on parle un petit peu de pédagogie, parce que ici, c'est un peu le cœur de métier du 4e RE. C'est pas partir en opération ou faire des opérations sentinelles, c'est vraiment de former les légionnaires et les cadres de la Légion de demain. Comment on s'y prend pour être pédagogue face à quelqu'un qui débarque dans notre pays, qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais, qui n'est même pas forcément encore bien formé physiquement pour faire ce genre de métier? Moi, je pense que le maître mot, c'est progressivité. C'est-à-dire que il va falloir, comme vous le dites, admettons que vous avez une section, vous avez 40 jeunes engagés volontaires, vous avez, là j'ai marché avec une section, ils étaient 44, 18 nationalités. 3 Français parmi ces 18 et 5 Malgaches, donc ça faisait 8 locuteurs francophones. Et donc, partant de là, donc, on a 36 locuteurs non francophones qui parfois ne parlent vraiment pas du tout. Donc là, en fait, il va s'agir d'être extrêmement progressif, en s'appuyant aussi justement sur les locuteurs francophones pour apprendre des choses très simples, très basiques au début, comment en fait s'habiller, comment aller se déplacer sur le terrain, installer son bivouac, comment connaître les premiers rudiments du métier militaire. Et nous, en fait, cette progressivité, on lui a donné corps dans le concept de la ferme. C'est-à-dire que lorsque le légionnaire arrive, il va passer 1 mois en ferme, et ces fermes, elles sont à proximité immédiate du 4e régiment étranger. On a 3 fermes pour les engagés volontaires, une ferme pour les cadres. Et donc, un engagé volontaire, lorsqu'il arrive, il va aller passer 4 semaines juste avec son encadrement, chef de section, les sous-officiers, donc ça fait, et les capots-chefs de groupe, donc ça fait 4-5 cadres officiers militaires du rang, plus quelques caporaux d'encadrement. Et là, pendant ces 4 semaines, en fait, on va le couper du monde aussi. Je pense qu'il y a cette notion qui est très importante, c'est-à-dire qu'il faut que les codes d'avant... Alors nous, on n'est pas là pour effacer l'homme d'avant, c'est pas vrai. En fait, le légionnaire, c'est pas quelqu'un qu'on a lobotomisé, prêt à devenir une bête de guerre. En fait, on lui laisse sa personnalité. Mais en revanche, on va quand même couper un certain nombre de fils. Par exemple, le téléphone portable aujourd'hui, c'est pas un non-sujet. Enlever un téléphone portable à un jeune garçon de 20 ans, c'est pas sans impact. Il va aussi, et ça c'est statutaire, changer de nom. Il va en fait, voilà, se couper de sa vie d'avant pendant 4 semaines. Et là, ces 4 semaines en ferme, ça va permettre justement de mettre en place cette progressivité. Par exemple, on va prendre la question de la marche. Un soldat, c'est quelqu'un qui marche. Un légionnaire qui fait une marche képiement, il marche entre 50 et 60 km au bout d'un peu plus d'1 mois de formation. En fait, c'est pas 50 ou 60 km du jour au lendemain. On commence par faire 5 km, puis 10, puis 15, puis 20. Et cette progressivité, en fait, elle est définie dans ce qu'on appelle nos directives d'instruction, et elle est vraie pour tout, pour l'armement. Et nous, on se focalise vraiment sur le cœur de métier, le fond de sac que j'évoquais tout à l'heure, pour la formation de nos jeunes engagés volontaires. Ça va durer à peu près 3 mois, et pendant ces 3 mois, ils auront... en fait, il y a des standards, il y a des standards en sport, ils doivent nager 100 mètres, et ils doivent faire un parcours d'obstacles, il y a des standards d'instruction tactique et technique, savoir utiliser son armement, savoir utiliser assez simplement des matériels de transmission, il y a des standards de vocabulaire. En français, 500 mots doivent être appris pendant les
les 3 mois de ferme, 250 mots de vocabulaire militaire, 250 mots de vocabulaire plus usuel, etc. Et donc tout va se faire au fur et à mesure. Voilà. Et ce qui est assez incroyable, et en fait c'est là aussi quand même, c'est l'expérience de 40 années de formation au 4e régiment étranger à Castelnaudary qui le permettent, c'est que de ce concept de ferme, au bout d'un mois vous avez un légionnaire, parce que l'engagé volontaire, lorsqu'il fait sa marche de 50-60 km, marche képi blanc, à la fin il coiffe son képi blanc pour la première fois, et déjà c'est un légionnaire. Et déjà vous regardez entre la personne qui est rentrée quelques semaines auparavant pour s'engager à la Légion étrangère et celui qui coiffe son képi blanc, il y a une métamorphose qui déjà s'est opérée. Et c'est encore vrai à la fin de l'instruction initiale, et après on les revoit quelques 2-3 années plus tard, caporaux. Voilà, et en fait, je pense que c'est la réalisation en fait, personnelle, individuelle, physique, mais aussi en fait, peut-être avant tout collective, de s'intégrer dans cette grande famille, dans ce grand corps qu'est la Légion étrangère, voilà, mais en fait, comme tout, enfin, moi quand je regarde des images de mon engagement à 18 ans et à la fin de ma formation initiale à Saint-Mexan, en fait, les traits changent, les traits peuvent un peu s'affermir, se durcir, la musculature se met en place, le regard aussi est plus sûr, et on est dans un environnement en fait, qui est aussi, je trouve, parce que forcément j'aime beaucoup cet environnement, mais qui est très épanouissant. On vit au grand air, on vit au milieu de ses camarades, et en fait l'encadrement, loin des images d'Épinal, l'encadrement il est très bienveillant. Alors il est ferme, en fait on forme des légionnaires, hein, donc il s'agit d'avoir une formation qui est quand même rustique, qui est basée sur des fondamentaux en fait, qui sont assez difficiles, mais de manière à parvenir en fait, à faire acquérir ces fondamentaux, il y a quand même énormément de bienveillance de la part de l'encadrement. On sait qu'on prend quelqu'un en fait, qui était civil, et qu'on doit, entre guillemets, le transformer, en tout cas l'amener à être un soldat prêt à être engagé dans un régiment opérationnel quelques 3 mois plus tard. Donc, comment on fait pour trouver le bon curseur entre justement le chef, on va dire père de famille, Legio Patria Nostra, et le chef justement un peu plus dur. Le Major Gérald était venu dans le podcast, il nous parlait un peu de cette dualité, d'être capable de faire le coach un peu violent et puis de t'entendre le coach très bienveillant. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a et là encore, là, je me réfère à l'image du chef. Je pense qu'il n'y a pas une image de chef de section. Il y a des chefs de section qui vont être assez fermes, il y a des chefs de section qui vont être plus bienveillants. Déjà, en fait, la première chose, ça va peut-être paraître un peu techno, mais c'est assez vrai. En fait, je pense qu'en se fiant à l'expérience de nos anciens, on a quand même formalisé des contenus d'instruction qui sont très précis. Et déjà, en fait, s'en remettre juste à suivre ce contenu d'instruction, c'est à mon avis, la meilleure assurance d'arriver au résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est emmener le maximum de sa section à la fin de l'instruction pour qu'il soit prêt à s'engager dans un régime opérationnel. Et ensuite, quand on suit ça, après derrière, chacun va y ajouter sa couche humaine. Et cette affaire de curseur, elle n'est pas évidente à trouver. Je pense que la majorité des chefs, que ce soit des chefs de section officiers ou sous-officiers, si on les a mis à cette place, c'est qu'on savait qu'ils avaient les qualités pour. Donc en fait, ils vont le trouver assez naturellement parce qu'ils ont l'expérience pour, soit parce qu'un jeune officier, il a été bien formé en école de formation initiale et donc il a bien les codes, les équilibres, il va être à l'écoute des conseils, comme je l'ai dit, de son commandant unité, de son sous-officier adjoint, et donc il va très vite bien faire les choses. Soit le sous-officier parce qu'il est lui-même passé ici, et donc après il accumule de l'expérience, et donc il va bien faire les choses. Donc en fait, quand on désigne ces chefs de section là qui sont au cœur de cette instruction initiale, et les commandants unités qui les commandent, on fait très attention au profil qu'on met. Voilà, ça c'est le premier point. Après, à la marge, en effet, on peut avoir un ou deux qui se démarquent en mal et qui en fait en font plus, se disent non mais en fait c'était mieux avant. Bon, en fait on le détecte assez vite parce qu'il y a des signaux qui nous remontent et là on les remet dans le droit chemin. Et moi en tout cas depuis une année, ça a vraiment été que de l'ordre du réglage. Voilà, il n'y a pas, j'ai jamais eu un cas vraiment difficile à gérer en la matière. Et voilà. Mais après, chacun a bien son style. Et moi, du coup, je marche assez souvent en effet avec les différentes sections. Je les vois, j'essaie de me déplacer. Je ne demande pas à tel ou tel chef de section, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors s'il y a vraiment quelque chose qui me surprend, je vais lui dire. Mais sinon, en fait, je vais quand même lui laisser sa latitude. De la même manière que mon chef me laisse ma latitude pour ma liberté d'action, pour être chef de corps du 4e régiment étranger. Vous disiez, il y a des gens qui pensent que c'était mieux avant. Il y a quand même
la Légion étrangère, c'est quasiment 200 ans d'histoire. Il y a des choses qui ne changent pas. Comment vous expliquez le fait que ça ne change pas, que ça fonctionne en fait tout simplement? Comment on fait en 2022? C'est quoi l'élément, c'est quoi la recette miracle pour faire en sorte que ça marche comme dans les années 80, les années 70 et encore avant? Ouais, alors, c'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a peu de temps, là, l'expression m'a marqué, c'est en fait, il faut tout changer pour que rien ne change. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez raison, ça fait plus de 190 ans que la Légion étrangère existe, alors elle a connu des périodes très différentes. Je pense que dans cette période moderne là, qui est la nôtre, elle est assez stable, elle a des bons résultats en opération. Quand on regarde ce qui se fait dans nos régions opérationnelles, ce qui se fait en fait, dans les différents domaines d'action du général commandant des Légions étrangères, ça fonctionne bien. Je pense que donc il y a vraiment cette somme d'expérience, cette somme de sagesse qu'il s'agit de préserver comme un trésor. Mais réellement, je pense que c'est inestimable. Enfin, on peut pas l'estimer. Pour autant, il ne faut pas nier les changements qui nous environnent. Ça peut être des changements de nature opérationnelle, par exemple des nouvelles menaces, des nouvelles armes, un nouveau contexte international. Pour autant, il ne faut pas nier non plus les changements organisationnels. Bon, l'État français, par exemple, se réforme assez régulièrement, et en son sein, les armées se réforment aussi assez régulièrement de manière à être sur leurs objectifs. Et donc nous, en fait, il faut qu'on arrive à épouser ce caractère parfois mouvant, de manière en fait, à l'intégrer dans nos formations, dans ce qui aussi nous anime au quotidien, tout en préservant l'essentiel. Et là encore, c'est une affaire d'équilibre. Et de fait, l'expression « tout changer pour que rien ne change », elle peut avoir du sens si on l'entend comme ça. Moi, je vois là, on regarde la formation initiale des légionnaires, elle n'est pas inamovible. Il y a encore peu de temps, elle était à 17 semaines. On l'a passée à 14 semaines. Parce que on en avait un peu besoin pour mieux calibrer en fait, nos flux de formation. Et parce qu'on s'est dit, tiens, il y avait peut-être des démarches, on pouvait optimiser sur la formation physique, par exemple, sur le tir. Et voilà, donc on s'adapte. Là, aujourd'hui, pour les matériels Scorpion qui arrivent en dotation dans l'armée de terre, il est évident qu'on adapte nos contenus de formation. La formation des sergents aujourd'hui, elle a sensiblement changé parce que le combat, fondamentalement, lui, ne change pas, mais la manière de servir l'armement qui nous permet en fait, de conduire le combat, lui, change. Donc en fait, du coup, il y a des nouveaux matériels qu'il faut appréhender. Éventuellement, ça peut avoir des impacts aussi sur la tactique, donc la manière d'employer ces matériels. Et ça, on s'interroge en permanence. Là, ici, en fait, on a une cellule, un bureau de conception, qui est le bureau instruction-emploi, un peu la salle des machines du régiment, qui a entre autres mission celle de rester très connecté à tout ce qui se fait dans les armées pour être au meilleur niveau. Alors c'est très vrai ici dans le domaine du combat, mais on forme aussi, comme je vous le disais, des maintenanciers. Il faut qu'on reste au meilleur niveau pour nos maintenanciers. Un autre domaine qui est un domaine qui est en mutation très forte, c'est le domaine des SIC, des systèmes d'information et de communication. On forme aussi ici nos transmetteurs, donc il s'agit d'aller tout le temps trouver la bonne information pour être au bon niveau, éventuellement d'être source de propositions. Donc ici en fait on a fait des séminaires, on fait venir les différents transmetteurs des régiments de Légion, mais on fait aussi venir des cadres de toutes les écoles d'armes, de manière en fait, à partager, à montrer nous quelles sont nos bonnes pratiques, éventuellement qui peuvent inspirer d'autres, à recueillir les bonnes pratiques d'autres qui peuvent nous servir à améliorer notre instruction. Voilà, donc en fait, oui, la Légion, il y a une forme de bloc, de monolithe, et je pense qu'il s'agit de le conserver comme un trésor, comme je le disais précédemment. Pour autant, il ne faut pas non plus que ce côté bloc en fait, nous rende complètement passifs et nous ferme à toute évolution, bien au contraire. Parce que là, sinon, en fait, à très court terme, ce serait la mort de la Légion étrangère. Votre équivalent, en quelque sorte, dans le reste de l'armée de terre, ce sont les CEFIM, les centres de formation initiaux des militaires, qui ont quelques soucis parfois en termes de recrutement et de fidélisation, parce qu'ils ont des stats à tenir. Et quand on échange avec des gens de l'encadrement, on se rend compte que c'est pas forcément évident, comme vous dites, de retirer son téléphone portable à un jeune de 18, 19, 20 ans.
Ici, d'autant plus quand ce portable, c'est le seul lien avec la famille qui est resté à plusieurs milliers de kilomètres. Est-ce que vous remarquez des différences, des évolutions sur la psychologie des gens qui s'engagent, ou est-ce qu'il y a quand même une certaine continuité aussi à ce niveau-là, à l'heure des réseaux sociaux, de tout ça? Alors déjà, je vais revenir juste sur une première idée là. L'équivalent, en fait, c'est le CFIM. En fait, c'est pas exactement le CFIM parce que le CFIM, c'est vraiment la formation initiale des militaires du rang dans le reste de l'armée de terre. Nous, en fait, on fait vraiment cette formation initiale, plus les cadres, plus les spécialistes. Et en termes de volume de formation, par exemple, si je prends le CFIM de la 11e brigade parachutiste, qui est le plus gros de l'armée de terre, nous, on a un volume de formation qui est 10 fois supérieur avec l'ensemble des formations dispensées. Donc c'est un peu différent. Et pour répondre du coup au cœur de la question, c'est est-ce qu'il y a des grandes évolutions sociétales, humaines, morales, physiques qu'on peut constater? Alors moi je me méfie beaucoup de l'expression c'était mieux avant. On a déjà parlé, ou alors à l'époque. J'ai parfois entendu l'expression à l'époque dans la bouche d'un engagé qui avait 3 ans de service. Bon, ça laisse un peu perplexe. Voilà, donc je crois que les armées sont par nature assez conservatrices. Hein. C'est assez normal, au vu de notre mission. On est quand même là pour conserver par exemple l'intégrité du territoire français. Donc il y a un peu cette... je pense qu'il y a un peu cette... C'est pas une tentation, mais cette réalité là qui peut préexister dans nos raisonnements. Mais... et donc qui incline à penser que parfois c'était mieux avant. Bon, moi je pense que c'était pas forcément mieux avant, il faut être prêt en fait à épouser le monde tel qu'il est, quoi. Et plutôt à penser l'avenir. Et l'idée en fait, que j'avais tirée de ce constat, c'était quand même de voir est-ce qu'il y avait des constantes. Et j'ai demandé à un capitaine de faire une étude là, sur, en tout cas à l'échelle du 4e RE, savoir si on avait des constantes sur les dernières années, en termes de niveau physique, en termes de niveau cognitif, sur un certain nombre de sujets. Et en tout cas à l'échelle de 10 ans, on s'aperçoit que le niveau physique des engagés est resté à peu près stable, que le niveau cognitif est resté à peu près stable, et qu'il n'y a pas de grande évolution. Alors, en fait, moi, ce que je constate, c'est que la mondialisation fait que quand même il y a une forme un peu d'uniformité parmi les nationalités. J'imagine, je l'ai constaté il y a quelques années à la Légion étrangère, il y avait parfois plus de différence entre un Chinois, un Brésilien, un Britannique. Bon. Aujourd'hui, il y a quand même des codes qui sont assez partagés. Alors, je ne dis pas la différence de culture, je pense qu'il y a des cultures qui sont vraiment très différentes et on le voit, on l'éprouve au quotidien. Mais néanmoins, voilà, il y a des codes, il y a une manière de faire, une manière de voir le monde qui, elle, a tendance à s'uniformiser. Voilà. Après, hormis ça, le légionnaire aujourd'hui tel qu'il s'engage, je pense que il a la même envie en fait, parce que quand vous arrivez, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut franchir des frontières, des océans, il faut être prêt à s'éprouver. En fait, ça demande un supplément d'âme qui gomme peut-être quelques différences sociétales qui viennent se superposer, mais c'est pas cette question de la deuxième chance, cette question de l'engagement, cette question, quand je vois les têtes des légionnaires qui étaient hier sur les rangs et à qui on remettait leur képi blanc, en fait, il y avait la même joie, la même fierté, je pense la même ardeur en fait dans leurs yeux que j'imagine ceux qui les ont précédés il y a 20 ans ou 40 ans. Et après, oui, le contexte a changé, oui, il y a un certain nombre de paramètres qui ont évolué. Mais je pense que l'âme de la Légion étrangère, elle se résume d'abord dans ces légionnaires, et ces légionnaires restent, je pense, essentiellement en fait, animés par la même envie, par la même foi, par la même ardeur à travailler, à s'engager, en fait, à vivre aussi des moments de camaraderie, de cohésion. Ça, je pense que c'est presque intemporel. C'est super intéressant et ça doit être même quelque part un petit peu rassurant aussi, non? De pouvoir observer ça de votre position, quand on voit un peu les évolutions dans la société, les nouveaux conflits qui apparaissent ou qui reviennent en Europe, ce genre de choses, la mentalité aussi qui est de plus en plus individualiste. Le fait d'être dans cette communauté, ça va être assez rassurant. Oui, c'est à la fois rassurant et je pense qu'en fait il ne faut pas s'en satisfaire. C'est-à-dire que il y a peu de temps, là, on a été, comme souvent, on reçoit des stagiaires, et là, c'était un stagiaire d'ailleurs qui a passé juste une journée, qui sort de l'ENA, qui faisait un stage à la préfecture là, de l'Aude, et qui après est venu pendant une petite séquence. Il a fait
Voilà, il a visité un peu nos infrastructures, il a rencontré quelques personnes et après il m'a écrit un très gentil mot en disant merci donc pour votre accueil, etc. Et moi j'ai trouvé énormément de joie, de professionnalisme, etc. Et à la fin il terminait par oserais-je dire même d'harmonie. Et ça qui est une formation, en fait il y a une sensation d'harmonie je pense qui se dégage de la Légion étrangère et peut-être encore plus particulièrement ici au 4e régiment étranger qu'on appelle le creuset de la Légion étrangère parce qu'il y a une forme de stabilité que requiert le métier de la formation pour avoir en fait des basiques qui sont bien maîtrisées. Mais en fait cette harmonie, donc je pense qu'il faut la cultiver, il faut la rechercher, ça doit être quelque chose qui nous anime. Pour autant, si elle doit être rassurante, si elle peut être rassurante, je pense qu'elle peut être aussi un peu piégeuse. C'est-à-dire qu'à la fin, le risque, je pense, que c'est de ne pas voir le reste du monde tel qu'il est. Et c'est de cultiver l'entre-soi. C'est de se dire, en fait, nous on est bien, on est dans notre bulle d'harmonie. Le monde, parfois, craque autour de nous, soit sur la scène internationale, soit des fractures sociétales. Et on regarde le reste du monde craquer, et en fait, et coûte que coûte, on maintient notre petite bulle. Et je pense qu'en fait, on ferait une profonde erreur à se contenter en fait, de ce constat. Et moi, ce que j'essaie de faire, à mon humble mesure, par exemple, c'est de multiplier les ponts localement avec les écoles, avec les collèges et lycées de la région de Castelnaudary. C'est de faire venir, en fait, d'échanger, de montrer ce que nous, on a parfois de bon, de bien, qu'on peut apporter aussi à la société civile. Il y a peu de temps, on avait une vingtaine de jeunes garçons et de jeunes femmes du Service national et universel pour la partie mission d'intérêt général. Donc ils font des périodes d'immersion là pendant une quinzaine de jours. Ils sont venus, donc ils ont 16 ans. Et moi j'étais extrêmement heureux à la fin de leur retour d'expérience, où tous pointaient du doigt en fait, la fierté qu'ils avaient eue de cette courte formation, mais aussi de ce qu'ils allaient pouvoir en emmener dans le monde civil, en parler à leurs camarades, en parler à leur famille. Et voilà, et là j'ai eu vraiment la sensation, avec l'encadrement qui avait participé à cette activité, d'avoir fait œuvre utile pour notre société. Voilà. Alors moi, mon cœur de mission, il ne faut pas que je me détourne, mon cœur de mission c'est bien la formation des légionnaires. Mais il faut quand même que je vois en conscience, en tant que citoyen français, mais aussi en tant que père de famille, en tant qu'homme, comment est-ce que ce côté rassurant que vous pointiez tout à l'heure peut utilement participer aussi à amener un peu de stabilité, c'est un bien grand mot, là j'aurais du mal à qualifier, mais en tout cas peut utilement contribuer à aller aussi vers le monde extérieur. Une sorte d'exemple qui pourrait être suivi. Alors, là aussi, désolé, je vais encore remettre à bien. En fait, moi, je dis souvent en fait, que la Légion étrangère, c'est un modèle qui est inspirant, mais pas transposable. Voilà, donc un exemple, je pense pas forcément. En revanche, être inspirant à quelque égard, oui, ça c'est vrai. Il y a des choses qu'on sait faire ici, à la Légion étrangère, qui peuvent parfois inspirer des décideurs, des citoyens, des Français, que sais-je, dans leur propre champ d'action. Après, transposable, non, parce qu'en fait, c'est tellement spécifique. Il faut bien comprendre que en fait, les engagés conformes, en fait, ils ont fait un vrai acte d'engagement, aujourd'hui, en fait, qui est difficilement transposable, en tout cas à grande échelle. C'est clair. Pour terminer cet entretien, est-ce que vous auriez un conseil à partager aux gens qui nous écoutent, et peut-être plus particulièrement des jeunes engagés, pourquoi pas sous-officiers, qui rêveraient d'une carrière d'officier, qui se mettraient peut-être des barrières en se disant c'est pas fait pour moi, ou ce genre de choses? Un conseil, moi je dirais faire confiance à ses chefs. Voilà. Je dis pas ça parce que je suis chef de corps aujourd'hui, mais parce qu'en fait j'ai toujours fait confiance à mes chefs, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. En fait, faire confiance à son chef, c'est en fait l'écouter, savoir en fait, moi pour ma part, j'avais mes qualités et mes défauts. Mes défauts, j'ai des chefs qui m'ont aidé à les gommer, alors même si j'en ai encore quelques-uns, mais de manière à m'améliorer, qui m'ont aidé en fait à mieux mettre en avant mes qualités, de manière en fait à progresser, et voilà, à rendre au fur et à mesure les meilleurs services. Voilà. Je pense que faire confiance à ses chefs, c'est peut-être le premier conseil que je pourrais donner. C'est un bon conseil. Merci pour cet échange. Avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains.
Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.